Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boisdaine, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Blague à part, notez qu'aujourd'hui et depuis 15h30, une rencontre se tient entre le collectif des organisations en lutte et la direction générale de l'ARS. On ne sait pas effectivement si cet échange va aboutir à une sortie de crise éventuellement, mais en tout cas, les débats se poursuivent. Thierry Godot, auteur de La Guadeloupe sans eau, était de passage sur l'archipel. L'occasion pour lui de communiquer sur cet ouvrage qui met en exergue les défaillances multiples en termes de gestion et qui nous ont conduit à une situation catastrophique. On l'écoute. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions de l'eau et de la gestion de l'eau en France. Et les auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale m'ont convaincu qu'il y avait matière, et c'était aussi le sentiment que partageait mon camarade Marc Lémé, pour consacrer une enquête à la situation en Guadeloupe qui est véritablement scandaleuse. Je réponds tout de suite que c'est une bonne chose. Le livre va permettre d'aiguiller celles et ceux qui n'ont pas encore compris la situation de l'eau qui représente notre santé en partie première en Guadeloupe. Et ce manquement, le livre est bénéfique à toute personne qui va se précipiter pour lire le contenu, ce qui est dedans. Donc je trouve que c'est une bonne chose. J'ai été informé et donc voilà, je me suis appointé, comme d'habitude, dans toutes les grandes réunions. Je suis là pour défendre l'usager, mais en même temps aussi de savoir quel était le contenu de ce livre. Ce livre, je l'ai lu il y a longtemps maintenant déjà, ça fait plusieurs mois. C'est un excellent bouquin qui reprend exactement tout ce qui a été dit par la commission de surveillance, mais qui n'a pas peur d'utiliser les bons mots, notamment vis-à-vis des élus, qui, on l'a redit ce soir, qui portent l'entière responsabilité de ce désastre de l'eau en Guadeloupe. Les élus passés, bien évidemment, mais les élus actuels aussi, au moins parce qu'ils restent passifs. Et le président du SMAG, qui est un élu, a prouvé son incompétence. Le président de la commission de surveillance, qui est un élu lui aussi, un élu qui surveille des élus, c'est toujours un peu gênant, a montré lui aussi son incompétence et surtout son inefficacité à surveiller alors que la loi l'a mis en place pour surveiller. C'est bien de pouvoir rencontrer les associations, des habitants, d'échanger, et puis d'expliquer aussi la façon dont nous, on analyse le problème et leur proposer des solutions pour en sortir. Donc c'était une super réunion. Et retour sur ce coup de théâtre lors de l'élection du nouveau maire de la ville de Sainte-Anne. Si Lydia Couriol avait été pressentie pour succéder à Christian Baptiste, son frère Franck Baptiste posera finalement sa candidature. Il est finalement élu avec 19 suffrages contre 14 pour la candidate soutenue à l'origine par la majorité. Pour le nouveau maire, la démocratie a parlé car l'on ne peut pas désigner à l'avance qui ou qui ne sera pas élu. Le reportage. 14 bulletins pour Mme Fao-Couriol. Monsieur Franck Marcel Baptiste a obtenu la majorité absolue. Il est donc élu maire de Sainte-Anne. Les unes ont parlé aujourd'hui, je le dis en toute modestie. Nous sommes dans la démocratie a grandi. Ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas désigner très à l'avance un maire. C'est au sein du conseil municipal qu'on désigne un maire. Et c'est pour cela, ce samedi 10 septembre, la démocratie a joué. Évidemment, ce sont des collègues. Il y a eu un collègue face à moi. Je l'en félicite.
mais je veux continuer avec mes collègues, avec la majorité qui a été mise en place depuis 2020 sous l'impulsion de l'ex-maire Christian Baptiste, actuellement député. Les jeunes en parlaient, donc M. Franck Baptiste a posé sa candidature. C'est vrai qu'on a eu un consensus, bien sûr, lors d'une réunion où il était prévu que je sois maire de Sainte-Anne, candidate pour être maire de Sainte-Anne et lui premier adjoint au maire. Bon, il en a décidé autrement. Il a posé sa candidature et puis il a certainement contacté certains élus et voilà le résultat. Donc moi, je reste une personne honnête, loyale, engagée. Et c'est vrai que ces genres de comportements, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'accepter. Surtout, on sait que la politique est très décriée. Et lorsqu'on voit ça, bon, c'est vrai, c'est une grande déception. Mais bon, les jeunes en parlaient. Bon, il est maire de Sainte-Anne. Bon, voilà quoi. Nous pouvons féliciter de nouveaux maires, mais je rappelle que, parce que d'aucuns peuvent comprendre, notamment vous les journalistes, peut-être qu'il y a eu un complot ou un accoquillement pour faire en sorte que mon frère Franck Baptiste soit élu maire. Ce n'est pas du tout cela. Je veux que les choses soient très claires là-dessus. Donc lui, il a fait sa démarche pour s'associer avec les membres de l'opposition pour être élu. Donc il apportera toute la responsabilité politique de cette décision. Un reportage signé Olivier Moradel. Le syndicat enseignant SNCL-FAEN, lui, se prépare pour les élections professionnelles. Il tenait son assemblée générale pour définir les champs d'action pour cette nouvelle année scolaire. Manque de moyens et d'effectifs figure évidemment parmi les priorités. Regardez. Vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de 2 années de Covid où il n'était pas simple de se réunir, il n'était pas simple de partager ensemble en présentiel. Là, c'est l'occasion, avec cette petite embellie sanitaire, de nous réunir et d'envisager l'avenir. Nous sommes en année professionnelle, enfin d'élection professionnelle, donc c'est l'occasion pour le syndicat de réunir ses mandants et d'entrevoir ces élections qui arrivent pour nous permettre de maintenir notre représentativité sur le plan académique, voire l'accroître. Nous avons rappelé malheureusement les 2 années difficiles que nous avons vécues avec la pandémie du Covid, mais aussi sur les mouvements sociaux où nous avons été en très grande difficulté à faire cours en présentiel. D'un point de vue personnel, je ne peux pas dire que c'est une très bonne rentrée puisque je suis titulaire en zone de remplacement, sans affectation pour cette rentrée scolaire. Cette assemblée générale, en tout cas pour ce matin, même si nous ne sommes pas pléthoriques au niveau du nombre, mais il y a quand même une bonne qualité de collègues présents. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'ensemble des collègues fassent corps pour faire passer l'information d'une manière générale, qu'elle soit je dirais, pour les professeurs, pour les agents, pour les AED, etc. Mais enfin, que tout le monde soit vraiment informé des problématiques qui se sont posées pour cette rentrée. Nous appelons nos collègues à se mobiliser dans tous les établissements dès lors qu'ils rencontrent des difficultés, que ce soit en termes d'emploi du temps, que ce soit en termes d'effectifs trop importants dans les classes. Lorsqu'il manque des postes, il est temps que les choses aillent mieux pour nos collègues. Nous venons de vivre 2 années Covid difficiles. Il est temps que les choses aillent mieux pour nos collègues. Et nous invitons déjà nos collègues à rester à l'écoute, à se rapprocher du syndicat parce que les élections arrivent. Déjà les élections en CA, il va falloir que nos listes soient déposées dans les établissements scolaires pour que nos collègues soient élus au niveau des établissements scolaires, mais aussi les élections professionnelles où il va falloir élire nos représentants, vos représentants sur le plan académique, voire national. Donc, nous restons vigilants, nous restons mobilisés et à l'écoute des informations que nous allons diffuser. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne rentrée à tous nos collègues. On se rend au lycée de la coiffure et de l'esthétique aux Abîmes pour la journée d'intégration. Les jeunes ont ainsi pu rencontrer 14 anciens élèves devenus chefs d'entreprise ou professionnels dans le milieu. De quoi motiver les nouveaux tout en leur faisant prendre conscience des difficultés du métier. Le reportage. Une journée élaborée par l'équipe pédagogique dans le cadre de la semaine d'intégration pour répondre à la réforme des lycées de l'éducation nationale. Donc sur cette semaine, au lieu de visiter juste une entreprise, là les jeunes vont être en contact avec 14 intervenants de la profession qui sont aussi des anciens élèves formés par nous, par la FAEC. Question première serait quel a été leur cheminement pour arriver jusque-là, parce que créer une entreprise, c'est assez compliqué. Trouver sa propre marque, ce qui nous différencie des autres entreprises qui existent déjà. Donc du coup, pour moi, c'est plus ça, les questions que je poserais. Et par exemple, qu'est-ce que leur entreprise aurait qui ferait qu'elle durerait dans le temps ?
Je suis passionnée par l'esthétique depuis que je suis toute petite. Et je prenais du temps. C'était compliqué de trouver un patron dans le domaine que je voulais. Donc je me suis dit, bon, je suis jeune, ça risque d'être compliqué, mais autant se lancer, d'essayer, que ça ne coûtait rien d'essayer d'ouvrir sa structure. On essaie sur cette journée de bien montrer que, bien entendu, l'exemple et le témoignage des participants, des intervenants, anciens élèves de la FAEC qui ont monté leur structure, ils ont eu à se débattre pendant cette période et être toujours en place, parce qu'ils mettent en place justement des techniques innovantes et non pas rester uniquement soit du visage ou autre, mais pour innover dans leur formation par l'amour du métier. Il y a beaucoup de doutes à savoir est-ce que je dois passer le CAP, coiffure ou pas, parce que je suis spécialisée dans le domaine des locks. Mais comme je suis dans le but de créer mon entreprise, et pour créer son entreprise, même si c'est dans le domaine des locks, il faut passer le CAP coiffure. Changer ce que j'aime, d'où le CAP esthétique à la FAEC qui propose pas mal de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas intégrer la formation. Et vu qu'il y a beaucoup plus que juste le maquillage et juste le soin du visage, il y a plein d'autres choses dans cette formation-là. Donc du coup je me suis dit qu'elle est super intéressante, qu'elle a beaucoup de débouchés. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une année et si après ça se passe super bien, pourquoi pas poursuivre vers le BP. Des futurs entrepreneurs qui rejoindront sans doute l'ACPME, qui est la nouvelle confédération des petites et moyennes entreprises, mise en place en janvier 2022. Cette confédération vise à assurer l'accompagnement, la défense et la représentation de ces sociétés qui représentent 90% du tissu économique local. Alors quel sera l'impact du bouclier qualité-prix? Comment fixer des tarifs compétitifs avec des taxes multiples, octroi de mer et autres frais de transport sont tout autant de défis auxquels ils seront confrontés. On les écoute. On a comme grande orientation ce qu'on a choisi comme slogan, 1, 2, 3, j'adhère. Un adhérent déjà membre de la CPME va convaincre 2 autres chefs d'entreprise de nous rejoindre pour nos 3 missions principales qui sont accompagner, défendre et représenter les entreprises de Guadeloupe, principalement les très petites entreprises, les petites et les moyennes. Une nouvelle entité, oui et non, puisqu'il faut savoir qu'en 2000, il y a eu la création de la CGPME en Guadeloupe, et la CPME n'est d'autre qu'une CGPME recalculée. Donc j'y étais en 2000, et c'est une nouvelle organisation patronale qui réunit toutes les petites entreprises et les moyennes entreprises, parce qu'il faut de syndicats, il faut la voix de ces entreprises dans les réunions importantes, et il faut aussi la voix de ces entreprises pour nos politiques, pour qu'ils puissent comprendre maintenant. La Guadeloupe a un tissu économique très important formé de TPE en majorité et de PME. Donc, il faut aussi prendre en compte dans les grandes discussions les desiderata de ces petites entreprises qui constituent l'économie de la Guadeloupe. Nos priorités, c'est garder le contact avec les chefs d'entreprise. Nous sommes un ensemble d'îles qui est relativement éparpillé quand même. Et sur chaque petit territoire guadeloupéen, il y a des difficultés. Et c'est en allant au contact des entreprises que l'on peut en mesurer l'ampleur et essayer d'y apporter des solutions. Quand nous avons déjà 3 frais d'approche sur les marchandises, quand dans les îles du Sud, nous sommes dans une économie de résistance, c'est-à-dire quand on regarde le haut du bilan de toutes ces petites entreprises, c'est décadent. Et donc, dans ces histoires de BQP, moi, j'ai peur à quelle sauce les petites entreprises des îles du Sud, mais aussi de la Guadeloupe d'une manière générale, à quelle sauce qu'elles vont être mangées. Parce qu'il faut payer le surstockage, la marchandise, il faut payer 3 frais de transport. Et quand on demande de diminuer sur les coûts, donc, quel va être, est-ce que l'État, est-ce que nos députés, est-ce que nos politiques ont prévu qu'il y ait une contrepartie pour ces petites entreprises? Et c'est là mon inquiétude, et c'est là où la CPME va jouer son vrai rôle pour faire remonter ces doléances et dire que là, on ne peut pas. On ne demande pas, mais on dit voilà ce qui se passe dans les petites entreprises quand on fait le calcul des prix. Les entreprises guadeloupéennes sont très fortes. On a réussi à traverser la crise économique qui s'est enchaînée avec la crise sanitaire lors du Covid. Nous sommes maintenant confrontés à une crise économique liée aux avènements de guerre en Europe.
J'ai tout à fait confiance dans la capacité des chefs d'entreprise guadeloupéens à être résilients, et se relancer et rebondir. Je ne peux pas imaginer une seconde que l'on renonce à mettre en avant nos économies guadeloupéennes. On se plonge dans l'histoire à l'occasion de l'avant-première du film documentaire Les Nuits Bleues de l'Indépendance. En 1983, la Guadeloupe est frappée par une série d'attentats à la bombe revendiqués par l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, l'ARC. Des indépendantistes déterminés à lutter contre les intérêts d'une France qui les méprise. En février 1985, l'un des leaders du mouvement, Luc Renet, écope de 12 ans de prison en première instance et 23 ans en appel. Le militant s'évade le 16 juin aux côtés de Humbert Marbeuf, Henri Perratou et Henri Amédien. Commence alors une chasse à l'homme à travers la Caraïbe qui se solde par l'arrestation de Luc Renet, Henri Bernard, Humbert Marbeuf, Michel Fabre et Henri Amédien. Ils sont interceptés lors d'une escale à Saint-Vincent-les-Grenadines, incarcérés de nouveau avant d'être amnistiés le 12 juillet 1989. Une histoire occulté mais exhumé par Jean-Philippe Pascal, le reportage. C'est un thème fort. De toute façon, la politique culturelle que nous avons menée autour du cinéma veut que nous puissions nous raconter nos histoires, raconter et présenter les hommes illustres. Et nous sommes en plein dans l'histoire de la Guadeloupe. Ces nuits d'indépendance, ces nuits où les bombes ont explosé, ces nuits bleues, comme on l'a appelé. Et donc, véritablement, pour nous, c'est le moyen de pouvoir raconter aux jeunes leur histoire, leur présenter un peu ce qui s'est passé en Guadeloupe il n'y a pas si longtemps. Et donc, ce documentaire prend tout son sens. Mais la politique que nous menons avec le président Richard Luce autour du cinéma, eh bien, est là pour démontrer que nous sommes dans le vrai et que nous aurons des éléments pour notre jeunesse à pouvoir leur donner pour que demain, ils puissent mieux se comporter et mieux être. Entre effectivement 1980 et 1988, j'étais journaliste à RFO Guadeloupe et donc j'ai eu l'occasion de couvrir ces événements, ces attentats à l'explosif, mais aussi les arrestations, les évasions de la maison d'arrêt de Basse-Terre et puis surtout l'enquête policière et judiciaire qui a été menée contre ces militants indépendantistes. Et donc, j'ai voulu mieux comprendre aujourd'hui, avec le recul, ce qui s'était passé à cette période et surtout comprendre quel était le sens du combat qui était mené par ces militants nationalistes. Ça permettra à des milliers de Guadeloupéens, effectivement, de connaître cette période qui a été méconnue, mais qui surtout qui a été occultée. Quand on dit occultée, que volontairement effacée. Et cette fois-ci, je crois que les Guadeloupéens pourront se poser des questions. Ce film n'est qu'un point de départ qui leur permettra de mieux connaître une réalité qui explique la réalité d'aujourd'hui. Parce que chaque phase historique, eh bien, si vous voulez, explique celle qui suit. Donc il n'y a rien de détaché. Et donc, en ce sens, je pense que les Guadeloupéens verront aussi que des hommes et des femmes d'une trentaine d'années se sont battus, ont sacrifié une partie de leur vie, de leur temps, pour une cause qui est juste, la cause de la liberté. Et donc, je me suis dit, il faut, dans un souci de devoir de mémoire et de transmission, le faire. Devoir de mémoire pour ceux qui ont vécu cette période, mais les générations qui ont suivi, qui ont 40 ans aujourd'hui ou 30 ans, et un devoir de transmission pour la jeune génération, qu'elle connaisse cette histoire pour mieux comprendre ce qui va se passer. Il y a encore pas mal de zones d'ombre et de révélations à faire sur ces histoires. Et on enchaîne avec le village des associations de la ville de Morne-à-l'Eau. Aujourd'hui, justement, nous avons répondu à l'appel de la municipalité parce qu'ils ont organisé une journée pour l'ensemble des associations de la commune, aussi bien associations sportives que sociales. Et c'est pour justement que le public de Morne-à-l'Eau et d'ailleurs de la CNGT puisse justement connaître ce que les associations offrent en termes d'action et de mission. Eh bien, je suis là aujourd'hui pour représenter ce qui peut se faire de bien en termes de création de mode sur la ville de Morne-à-l'Eau et pouvoir proposer quelque chose de nouveau et d'unique à la clientèle. Je présente des maritettes, comme vous voyez, des chapeaux et puis des vêtements réalisés par moi-même. Nous proposons des produits effectivement à base de calebasse, des gobelets, des chachas,
également des petits sacs, des vides-poches, des couilles, d'accord. On sait bien que lorsqu'on va sur les plages maintenant, on trouve de nombreux détritus. Donc nous agissons effectivement en faveur du développement durable. Donc avec le couille qui va remplacer l'assiette en plastique. Donc c'est assez intéressant pour le public. Donc on incite tout le monde à acheter tout ce qui est durable en fait. Nous, au Bras Ouverts, espace de vie sociale, nous faisons de l'accompagnement à la parentalité. Donc au sein de l'institution, nous avons aussi bien tout ce qui est le lieu d'accueil parents-enfants, où les parents peuvent venir et faire des activités avec leurs enfants et proposer aussi des activités aussi bien de la cellule avec d'autres familles et au personnel. Donc il y a des boîtes à idées, ils peuvent déposer un certain nombre d'idées. C'est pas nous qui a fait Bayo, mais c'est yo qui a fait avec nous ensemble. C'est ça maintenant qu'on appelle accompagnement à la parentalité. Même si nous, professionnels, nous observons certaines choses, mais le parent, l'enfant, la famille, si on est d'accord, ensemble aussi, on peut aller plus loin. Un reportage signé Livan Duhamel. Et on enchaîne avec le 11e village des associations. Cette fois-ci, c'est à la ville de Petit-Bourg. Tiens. On a un village des associations de Petit-Bourg. Plus d'une 60aine d'associations qui partagent avec nous l'idée de faire de Petit-Bourg une ville toujours aussi dynamique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve et on sent vraiment l'effervescence ici, la volonté que toutes ces actions, toutes ces activités reprennent, qu'il s'agisse du domaine culturel, qu'il s'agisse du sportif, qu'il s'agisse même de l'activité associative et économique en même temps. Tout le monde est là et les personnes âgées sont là aussi à nous proposer des prestations. Nous sommes fiers vraiment de ce que nous découvrons, ce que nous voyons ici à Petit-Bourg. Donc on propose de la boxe anglaise, de la boxe loisir, éducative, amateur et bientôt de l'aéroboxe. La différence se fait surtout par rapport aux membres qu'on utilise. Donc nous c'est de la boxe anglaise, donc on va essentiellement utiliser les poings. Après dans tout ce qui est boxe française ou taille, en fait c'est pieds-poings. Donc nous c'est vraiment que les poings. Il n'empêche que ça reste quand même un sport complet puisqu'on va vraiment travailler beaucoup la condition physique, le cardio. Donc malgré le fait qu'il n'y ait que les points, c'est un sport complet et ça reste quand même ce qu'on appelle le noble art, donc il ne faut pas l'oublier. L'objectif c'est vraiment de permettre aux Guadeloupéens d'une manière générale de pratiquer ce sport, qui est beaucoup plus d'échanges entre clubs au niveau de la Guadeloupe et comme le disait Christelle, amener un maximum de femmes et surtout de jeunes qui vont pouvoir représenter la Guadeloupe dans les années futures, au JO par exemple. C'est le jour du village des associations, donc je représente notre association. Alors la partie patrimoine et culturel, donc c'est la partie des cabris tirants où nous faisons les compétitions, la balade. Lors des arbres de Noël, nous sommes sollicités très souvent par les écoles, les crèches, la mairie pour les arbres de Noël. Donc nous transportons le Père Noël avec les cadeaux. Les enfants aiment ça. Nous faisons la balade en charrette à Cabri. Les enfants aiment ça, ils adorent ça. Et on parle football avant de se quitter. On dit bravo à la Gauloise qui a plié l'AS Gosier 7-1. C'est Dio, le reportage. Oh là, attention, attention. Oh, c'est beau. On a concrétisé nos occasions. Ça nous manquait en début de saison par rapport au match qu'on a fait en championnat et en coupe. Donc là, on arrive à les mettre. Tant mieux pour nous. J'espère que ça va continuer. Là, il ne faut pas s'attarder trop sur le résultat. Il y a eu de la manière quand même. On a bien joué, mais on a fini difficilement également. Donc, il faut retenir ça également. Je prends 7-1 aujourd'hui que de prendre 7 matchs perdus 1-0. Tant mieux. Donc là, on va se remobiliser et puis recommencer à travailler. Et puis, déjà se remettre en question et faire le nécessaire. Puisque ce soir, l'équipe en face était bien meilleure que nous. Et de plus, on a fourni tout ce qu'il fallait avec des erreurs défensives, des erreurs d'inattention. Mais on n'a pas été bon ce soir. À notre épopée, je dirais, de l'an dernier, il faut confirmer. Là, on a fait match nul chez nous. Donc il fallait à tout prix faire un bon résultat.
C'est vrai qu'on ne pensait pas aussi avec un score aussi fleuve, mais bon, tant mieux. Oh. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.